la plainte n'a qu'un seul but, c'est déjà de montrer le rôle nocif, le toxique, les mots me manquent, de l'OTAN et de son secrétaire général de l'époque, Jens Stoltenberg. Cet homme avait, je le redis, avait le pouvoir d'empêcher la guerre. Il l'a attisé jusqu'au bout. Salut Patrick. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu déjà en tant qu'éditeur engagé, plus qu'engagé, puisque ce ne sont pas tous les éditeurs de France qui, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais notamment Talma Édition, les gens peuvent te retrouver sur novimondi.com. Ce ne sont pas tous les éditeurs qui portent plainte contre le secrétaire général de l'OTAN. Dans quoi tu t'es mis encore Encore, oui, c'est une vraie bonne question. Donc Jens Stoltenberg, c'était l'ancien, maintenant c'est un nouveau... Oui, c'est ça. En fait, c'est l'ancien secrétaire général de l'OTAN. Donc, il a menti, c'est ça le truc? Oui, c'est ça. J'ai déposé une plainte contre lui en février en France et puis en septembre en Belgique. Donc, il était encore en exercice. Parce que cet homme avait le pouvoir d'empêcher la guerre en Ukraine. En 2022 ? Oui, voilà. En 2022. Il avait donc le pouvoir d'empêcher la guerre en Ukraine et au contraire, il l'a attisée. Alors, quand j'ai dit qu'il avait le pouvoir d'empêcher la guerre, on pourrait reprendre plusieurs événements, mais on va en prendre un seul principal. Le 19 janvier 2022, donc nous sommes à un mois du déclenchement de la guerre en Ukraine, il accorde une interview au Spiegel, donc le grand magazine allemand de référence. Et le journaliste fait son travail, il lui pose la question en disant « Mais est-ce que nous n'étions pas engagés de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est auprès des Russes au moment de la réunification des deux Allemagnes ?» Et Jens Stoltenberg répond « Non, c'est faux. On n'a jamais fait une telle promesse. » Et il ajoute même, pour ceux qui parlent allemand, en Hinterzimmer, donc en arrière-cour, dans les coulisses. Donc il ajoute même dans les coulisses, on n'a jamais fait une telle promesse, c'est faux. Et donc même de manière non officielle, c'est ça qui... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Même en arrière-cour, même dans les coulisses, ça ne s'est jamais dit. L'OTAN n'a jamais promis à la Russie de ne pas s'étendre à l'Est. Voilà, donc on parle de s'étendre militairement. Oui, c'est ça. De toute façon, l'OTAN est une alliance militaire, donc de toute façon, c'était sur le plan militaire. Or, donc, il fait cette déclaration forte le 19 janvier 2022. Notamment, on voit toute cette carte aujourd'hui où il y a énormément de bases militaires américaines ou de l'OTAN en général qui entourent la Russie complètement. Qui entourent la Russie, qui entourent l'Iran, qui commencent à entourer la Chine. C'est pas du tout une émission pro-russe, cette émission, mais en tout cas, ce qui nous intéresse quand on prend du recul et qu'on sort du narratif médiatique, c'est de se dire, est-ce que la Russie pouvait se sentir agressée à l'époque, notamment avec cette expansion à l'Est, quand elle l'envahit, l'Ukraine, ou est-ce qu'elle le fait sans raison ? C'est ça la question aujourd'hui. Nous savons depuis le début des années 90... Alors, je vais déjà terminer sur pourquoi c'est un mensonge, et que c'est un mensonge grave, même gravissime, puisqu'il a entraîné la guerre. Depuis la disparition de l'Union soviétique, la réunification de l'Allemagne, on sait que la Russie a toujours dit qu'il n'était pas question que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Alors, pourquoi l'Ukraine et pas d'autres ? Alors, d'autres, ça s'est produit, mais pourquoi l'Ukraine, là, ça n'est vraiment plus possible pour eux ? Parce que si l'Ukraine entre dans l'OTAN, les États-Unis vont installer des bases militaires officielles et ils vont pouvoir violer, en respectant la lettre, le traité de non-prolifération nucléaire, c'est-à-dire que l'article 1 du traité de non-prolifération nucléaire interdit de transférer le contrôle d'armes nucléaires à des pays qui n'en ont pas. Or, si les États-Unis créent des bases militaires en Ukraine, ils peuvent y installer des bombes nucléaires dont ils gardent le contrôle.
dont en conséquence, ils ne contreviennent pas au traité de non-prolifération nucléaire, sauf que des bombes atomiques, Kiev-Moscou, c'est 700 km de distance. Donc des bombes atomiques sur le sol ukrainien, ça n'est vraiment pas possible pour les Russes, parce que 700 km, ils n'auraient pas le temps de les intercepter, et s'ils les interceptent, ça va retomber sur des populations civiles russes. Donc de toute façon, le mal sera fait. Et donc la Russie, depuis toujours, c'est-à-dire depuis le début des années 90, depuis la réunification de l'Allemagne, a toujours signifié que c'était une ligne rouge à pas franchir, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc quand Jens Stoltenberg dit c'est faux, ces discussions n'ont jamais eu lieu, c'est un mensonge d'autant plus manifeste que sur le propre site de l'OTAN, il y a un discours d'un de ses lointains prédécesseurs qui s'appelle Manfred Wörner, qui était justement secrétaire général de l'OTAN à l'époque. Et il fait un discours le 17 mai 1990 où il dit que l'engagement, lui il parle pas de promesse, il dit bien l'engagement que l'OTAN a pris de ne pas s'étendre vers l'Est en direction de la Russie lui donne de solides garanties de sécurité. Alors, tu peux nous réexpliquer ça ? Oui. Le secrétaire général de l'OTAN, en 1990, tient un discours où il affirme que les engagements qui ont été pris par l'OTAN de ne pas s'étendre à l'Est, en résumé, de ne pas intégrer notamment l'Ukraine dans l'OTAN, au moment de la dissolution, voilà, donnent de solides garanties de sécurité à la Russie. D'accord. Donc quand Jens Stoltenberg, 30 ans plus tard, dit « Oh ben non, on n'a jamais promis ça, il n'y a pas d'engagement de ce genre, même en coulisses », c'est faux, puisque 30 ans... Est-ce qu'il joue sur les mots ou... Non, c'est un menteur. C'est un menteur, c'est-à-dire que à clairement... ce moment-là, dans les années 90, ce secrétaire général ne dit pas non plus « Ne vous inquiétez pas, on ne va jamais s'étendre à l'Est ». Ah ben si, c'est un engagement qui donne de solides garanties de sécurité à la Russie. Oui, c'est un engagement, oui, d'accord. Okay. Ah, c'est un engagement. Lui, et je le redis, c'est sur le site de l'OTAN. Mais en plus, Jens Stoltenberg viole l'article 33 de la Charte des Nations Unies, parce que les Nations Unies ont été créées pour garantir la paix. Bon, quand on voit ce qui s'est passé depuis, ok, on ne peut pas dire que la mission a été réussie à 100%, mais quand même. Or, l'article 33 prévoit que tout dirigeant, toute personne en responsabilité doit employer tout moyen pour empêcher la guerre, pour favoriser la paix. Et donc, par tout moyen, c'est la négociation, l'arbitrage et également l'enquête. Donc, quand Jens Stoltenberg dit non, on n'a jamais promis ça aux Russes, pourquoi ils violent l'article 33 ? Parce que les Russes, eux, n'arrêtent pas de dire que la ligne rouge à ne pas franchir, c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc, il aurait pu enquêter. Alors, quand je dis enquêter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il se trouve que des acteurs de l'époque majeurs sont encore en vie, notamment Roland Dumas, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères de Roland Dumas, et de François Mitterrand, pardon. Et Roland Dumas s'est exprimé, il avait été interviewé d'ailleurs par le site Les Crises, dans lequel il confirme que oui, nous avions pris l'engagement, l'OTAN, enfin nous les Occidentaux, avions pris l'engagement de ne pas nous étendre à l'Est. Il le dit et le site Les Crises a ressorti sur YouTube cette interview de Roland Dumas. Donc... Mais là, ce qui est gênant, si je me permets de t'interrompre, c'est qu'on sait très bien qu'au niveau juridique, ils peuvent très bien jouer sur les mots. C'est ce qu'on voit tout le temps. Engagement ne veut pas dire promesse. Oui, donc là, il s'agit bien d'un engagement. Donc, on ne peut pas jouer sur les mots quand on lit l'article 33 de la Charte des Nations Unies, qui dit qu'effectivement, pour atteindre la paix, donc pour empêcher la guerre, on doit aller dans toutes les directions possibles, dont l'enquête, dont la négociation, l'arbitrage, etc., etc. Or, quand Jens Stoltenberg ment comme ça, il faut savoir que le Spiegel
c'est 6 jours avant l'intervention. Donc c'est un article du 18 février. Donc on est à 6 jours du 16 ou 18 février. Donc on est à 4 ou 6 jours de l'intervention russe. Publie un document confirmant que l'OTAN a pris l'engagement de ne pas s'étendre à l'Est. Donc, c'est le Spiegel. Donc, ça ne passe pas inaperçu, d'autant plus que à l'OTAN, chaque pays a des délégations. La France, l'Allemagne, l'Italie, enfin tous les pays membres ont une délégation propre. Donc, il n'a pas pu échapper à la délégation allemande auprès de l'OTAN que le Spiegel venait de publier un document montrant qu'il y avait un véritable engagement de ne pas s'étendre à l'Est. Et Stoltenberg n'avait qu'un mot à dire, 3 mots à dire pour apaiser les tensions. Pour qu'il n'y ait pas la guerre. Tu vois, c'est même plus apaiser les tensions, c'est pour empêcher la guerre. Il avait quelques mots à dire pour empêcher la guerre, c'était de dire oui, l'OTAN s'est engagée à ne pas nous étendre à l'Est et l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est à remettre sur la table. Il faut qu'on réfléchisse, est-ce que le moment est vraiment opportun ? S'il avait fait ça, forcément c'était une ouverture. Ce qui est fou, c'est que là, ce que tu viens nous raconter, je me permets de te tutoyer puisqu'on se connaît, on a fait pas mal de travaux oui. sur d'autres médias avant, mais rarement sur des plaintes portées au secrétaire général de l'OTAN. C'est extrêmement intéressant, c'est que là, ce que tu viens raconter s'inscrit complètement dans la continuité de l'histoire. Dans les années 90, on sait que Poutine et les dirigeants, donc après la dissolution de l'URSS, se félicitaient de 92 à 99, se félicitaient de pouvoir travailler avec l'OTAN et montrer des signes de vouloir, pas que des signes, ils affirmaient pouvoir collaborer ensemble. Bien sûr. Ils se sont liés dans le même capitalisme, ils ont voulu se rapprocher militairement. Et l'OTAN, effectivement, a toujours fait des pas de recul en disant non merci, on ne veut pas s'allier. J'ai repris quelques contextes historiques. Alors, il y avait la mise en défaut de paiement de la Russie dès 1998, alors que la Russie essayait depuis quelques années de s'inscrire justement dans le même capitalisme que les Américains notamment. Certains estiment qu'ils auraient pu faire autrement que juste une mise en défaut de paiement, mais à ce moment-là, c'est pas le pire des problèmes pour les Russes qui sont beaucoup plus solides, on va dire, dans un contexte de crise économique que nous aujourd'hui, puisqu'on est moins habitués à une forme de récession que ce qu'ils avaient. En 99, des pays membres de l'OTAN bombardent pendant près de 3 mois, 78 jours, plus de 2 mois, des pays de la Yougoslavie, la Serbie et le Kosovo. Serbie qui est un allié historique de la Russie. Et donc ça, il ne se serait pas permis ça, on imagine, pendant la guerre froide ou avant la dissolution. Puisque, Ni même maintenant. Ni même maintenant. Maintenant, il ne pourrait pas. Et d'ailleurs, parce que les stratèges de Washington qui pensaient que le peuple russe allait renverser Vladimir Poutine à la suite des sanctions, ils oublient... Enfin, je ne suis pas un expert, mais tout le monde sait... Enfin, tous ceux qui s'intéressent à cette partie du monde savent que à la chute de l'Union soviétique, la Russie est ruinée. C'est-à-dire que on ne peut pas imaginer ça. C'est-à-dire que il y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus d'État. C'est le Far West. C'est l'émergence des oligarques avec des armées privées. Enfin, c'est ils ont les hôpitaux ne fonctionnent plus, il n'y a plus de retraite versée, enfin, c'est une catastrophe. D'ailleurs, ça se voit sur la courbe démographique de la Russie de l'époque. La démographie chute, et c'est normal. Ils sont dans un état de survie. Et celui qui, petit à petit, les a remis sur pied, c'est Vladimir Poutine. Donc, qui voulait adhérer à l'OTAN à la base. Alors, il a posé un jour, il y a cette anecdote, un jour, il a posé la question à Bill Clinton, quand Bill Clinton était président des États-Unis. Il lui dit « Et si la Russie adhérait à l'OTAN ?» Vraie bonne question. Et Bill Clinton, il dit « Il faut que j'en parle à mon équipe, je reviens vers toi, vers vous. » Bon. Et puis, il revient genre le lendemain en disant « Non, c'est pas possible. » Et pourquoi c'est pas possible ? Parce que si on a la Russie et les États-Unis dans le même bloc militaire,
la paix, enfin le risque de guerre nucléaire ou que sais-je serait drastiquement réduit. Oui, bien sûr. Ça n'empêcherait pas les tensions. Mais ce serait... Oui, mais disons que les tensions peuvent se discuter autour d'une table. Tout à fait. Alors, les tensions existent déjà au sein de l'OTAN. Je veux dire, entre la Grèce et la Turquie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des tensions. Et donc déjà, à cette époque-là, on dit à la Russie, ce que tu dis avec cet épisode de Bill Clinton, c'est que déjà, il y a cette volonté de dire, bon, on ne peut pas vous promettre un engagement. Et alors, je vais finir avec quelques petits exemples historiques. Mais ça, c'est passionnant. Il faut que les gens, lorsqu'on débat de ce sujet-là, de l'Ukraine, de la Russie, parfois on manque de contexte historique. En 2001, décembre 2001, alors que Poutine, en septembre, s'affirme, et ça n'a jamais été démenti, c'est selon le directeur du Centre européen d'analyse stratégique et spécialiste des questions de défense militaro-industrielle, allez voir les travaux de Philippe Migaud, ils sont très intéressants. Patrick Pazin a aussi un livre sur l'Ukraine, guerre en Ukraine, que vous pouvez aller voir. Donc 2 mois après le 11 septembre, alors que Poutine s'est montré à proposer son alliance, encore une fois, avec les États-Unis, en décembre 2001, Bush affirme sortir du traité anti-balistique de 72, qui datait de 1972 et qui préconisait de ne pas se militariser près de la Russie. Donc ça, c'était quelque chose qui empêchait, encore une fois, une expansion à l'Est, pour rejoindre ce que tu disais. Alors, pour finir, encore quelques exemples. On a, en 2003, la destruction de l'Irak choque aussi la Russie, qui s'était montrée comme la France, qui avait dit on ne peut pas aller attaquer l'Irak. On voit, nous, avec nos outils de renseignement, qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive, qui était une des plus grandes fake news de l'histoire. Fake news des mainstream, on s'entend bien. En juin 2007, la Russie, et je vais m'arrêter sur ces quelques exemples-là, parce qu'il y en a pas mal, mais en juin 2007, la Russie avait affirmé pouvoir protéger l'OTAN depuis l'Azerbaïdjan, puisque l'OTAN et les États-Unis disaient vouloir venir en Europe, installer des missiles pour se protéger de pays du Moyen-Orient comme l'Iran, je crois, si je ne me trompe pas. L'Iran, c'était l'épouvantail. Et la Russie a dit, non, mais vous n'avez pas besoin de venir vous étendre à l'Est, nous, on peut vous protéger, encore une fois, une volonté de s'allier. Et les États-Unis ont dit, non, merci, on ne veut pas de ça. Ils ont dit, alors, au moins, essayez de ne pas nous viser, de ne pas viser la Russie. L'OTAN n'a jamais affirmé ne pas pouvoir viser la Russie. C'était la seule condition de défense. Mais c'est extrêmement intéressant. Et tu parlais, pour finir, après je m'arrête, mais là, en fait, tout ce que tu nous dis là se corrobore avec l'histoire, parce que tu nous parles de l'Ukraine qui fait un casus belli, de vouloir adhérer, adhérer à l'OTAN. On va en parler mais après. Il y avait la Géorgie en 2008, on oublie la Géorgie. Alors qu'on refuse à l'OTAN, on refuse à l'Ukraine, je vais pas y arriver, on refuse à la Russie d'adhérer à l'OTAN, on propose à la Géorgie de déposer sa candidature pour l'OTAN et pour l'Union européenne. Ce qu'elle a fait en 2022, la Géorgie, mais à l'époque, elle se permet, en se disant qu'ils ont les États-Unis, d'aller attaquer les États du Sud, ce à quoi la Russie contre-attaque. Donc on comprend bien que c'est pas juste un pays qui attaque à l'époque. Aujourd'hui, on est 2 ans après l'invasion. On comprend bien, quand on regarde historiquement, qu'on ne peut pas juste adhérer à un narratif du grand méchant loup que nous proposent les médias mainstream. Alors, en plus, j'ajoute par rapport à effectivement la liste d'événements que tu as citée, qui est très intéressante, un qui est déterminant, qui est une provocation supplémentaire. En 2007, donc en Allemagne, c'est encore Angela Merkel qui est au pouvoir, ou qui est déjà au pouvoir. À la conférence sur la sécurité de Munich, Vladimir Poutine propose un schéma de sécurité européen pour assurer la sécurité de tout le continent. La réponse viendra l'année d'après, au sommet de l'OTAN de 2008, au programme l'entrée de la Géorgie, que tu as citée, et de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc, quand Vladimir Poutine propose en 2007, à la conférence sur la sécurité de Munich, une architecture de sécurité pour protéger tout le continent, ce qui est leur intérêt, mais ça n'est pas l'intérêt que de la Russie, c'est l'intérêt de tout le continent. D'ailleurs, on commence à le voir aujourd'hui, l'Allemagne, je ne sais pas si nous aurons le temps d'en parler, et la réponse de l'OTAN, c'est à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale, c'est l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie. C'est une provocation majeure. C'est une ligne rouge dont on sait depuis toujours, enfin depuis plus de 30 ans,
que les Russes ne l'accepteront pas. C'est un casus belli. C'est un casus belli. C'est exactement ça. C'est un casus belli. Il y en a eu d'autres dans l'affaire de la guerre en Ukraine. Alors, ce qui peut surprendre encore plus, c'est ce que je vais dire là maintenant, c'est que donc non seulement Jens Stoltenberg avait le pouvoir d'empêcher la guerre, mais j'ai dit que par ses mensonges, il l'a attisé. Quand on me dit oui, mais c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine, oui, bien sûr, évidemment, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Oui. Évidemment, voilà. Sauf qu'il faudrait peut-être regarder ce qui s'est passé dans les 8 jours qui ont précédé. Mais c'est marrant, je fais 10 secondes là-dessus. Oui. On parle d'agression de la Russie oui. sur l'Ukraine, mais quand on propose une alliance et qu'on est refusé maintes fois et qu'on attaque nos alliés, c'est aussi une violence moins visible, mais c'est aussi une violence. Là, on n'a pas le temps de parler du Maïdan de 2014 et puis les téléspectateurs de Nexus sont un peu au courant. Enfin, je veux dire, ça c'est donc effectivement, on peut aller faire des raccourcis parce que nos téléspectateurs savent, connaissent ce coup d'État financé. Tu peux prendre le temps, on peut aussi prendre le temps. Ce coup d'État financé par les États-Unis, puisque ça c'est Victoria Nuland, qui était à l'époque, elle était chargée des affaires de l'Est, avait dit que pour la démocratie en Ukraine, ils avaient investi 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. Depuis quand les États-Unis investissent 5 milliards de dollars en... oui, c'est ça, si. C'était vraiment un investissement. C'était pas... Voilà. Donc, quand on fait un investissement de 5 milliards de dollars, on attend un retour sur investissement. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que, donc, oui, la provocation contre la Russie, elle n'a pas cessé au XXIe siècle. On peut dire que, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais avec la chute de l'Union soviétique, il y a eu des débats sur, effectivement, avons-nous encore besoin de l'OTAN ? Il y avait beaucoup de gens qui disaient on n'a plus besoin de l'OTAN, ça ne sert plus à rien, puisque à l'origine, je dis bien à l'origine, ça a bien changé depuis, l'OTAN était une alliance de défense contre l'Union soviétique et le pacte de Varsovie. Quoique le pacte de Varsovie est né bien plus tard que l'OTAN. Mais c'est une alliance défensive qu'on peut réellement considérer comme défensive contre l'Union soviétique. Bon, cela dit, l'OTAN a commis des actes, notamment, mais là on n'a pas le temps de parler du Stay Behind ou du mouvement Gladio en Italie, où l'OTAN a coordonné des attentats. Je dis bien l'OTAN a coordonné des attentats, notamment celui de la gare de Bologne, où il y a 200 et quelques morts. Parce que... Comment ça, des attentats et avec quelle source ? Alors je recommande notamment la lecture de Daniele Gantzer, qui est vraiment un expert sur la question. C'est les attentats à quelle date ? C'est les années de plomb, ce qu'on a appelé les années de plomb en Allemagne et notamment en Italie, où il faut empêcher absolument les communistes d'accéder au pouvoir. Et donc, l'OTAN a créé un mouvement secret qui s'appelle le Stay Behind, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que si la Russie envahit l'Europe, les armées occidentales ne pourront pas résister. Et si la Russie envahit l'Europe, l'Occident... si l'Union soviétique, si l'Union soviétique envahit l'Europe, l'OTAN est mort. Oui. Oui, parce que l'Allemagne est quasiment démilitarisée. Ouais. Ce sont des bases militaires américaines, mais les États-Unis, le gros de leur force est loin. Donc, voilà. Et donc, ils vont créer ce qu'ils appellent le réseau Stay Behind, qui doit tout, donc Stay Behind, donc rester derrière. Donc, ce sont des opérations secrètes qui vont conduire jusqu'à des attentats, donc y compris des assassinats d'hommes politiques. Dès qu'ils témoignent d'un intérêt pour l'Union soviétique, ce qu'on appelle ce qui sera appelé à l'époque les idiots utiles. Donc tout idiot utile qui envisage donc je parle de dirigeants politiques, se voit avoir au minimum avoir des difficultés. Il y a des casseroles qui vont sortir ou qui vont être inventées, ou pire. Et donc, l'OTAN, au XXIe siècle, est une provocation quasi permanente contre la Russie.
Parce que clairement, je vais faire un raccourci, mais le capitalisme anglo-saxon a besoin de démanteler la Russie. Parce que, tout le monde le sait, les ressources minérales, naturelles, au sens le plus large de la Russie sont colossales. De toute façon, les Russes ne sont pas assez nombreux pour les exploiter. Ils ont tout, tout. Toutes les matières premières essentielles. Alors, en matière de terres rares, c'est plutôt la Chine, puisque la Chine, c'est à peu près 90% des terres rares. Mais la Russie a tout, quoi. Et puis de l'espace, et puis de l'eau, et puis du bois, et puis etc. etc. Donc, le capitalisme anglo-saxon... Ça, dans tous les cas, il n'y a aucune raison, peu importe qu'un pays ait des ressources ou pas, il n'y a aucune raison de ne pas l'inclure dans l'OTAN à partir du moment où dans l'organisation militaire internationale, il n'y a aucune raison de lui refuser ça si notre but, c'est la paix. Exactement. Je dirais même, si le but, c'est la paix... Il n'y a aucune raison de laisser les gens de côté. Tu les accueilles chaleureusement, je le redis. Quand ils le proposent. Mais même si eux ne le proposent pas, qu'est-ce qui empêche l'OTAN de proposer à la Russie de... Voilà. Et donc, si l'objectif de l'OTAN, c'est la paix, ils auraient accueilli chaleureusement la Russie dedans. Alors, ça ne se serait pas fait sans discussion. Donc oui, bien sûr, ça veut dire qu'on supprime tel missile, tel, etc., etc. Mais c'est l'intérêt de tout le monde. Parce que la Russie n'a pas intérêt non plus à dépenser beaucoup d'argent dans son complexe militaro-industriel. Pour reprendre une expression bien connue. Ça n'est pas l'intérêt de la Russie. Alors, on a fait ces pas de côté. Revenons à Stoltenberg. C'était intéressant qu'on fasse ces pas de côté, mais pour qu'on comprenne que ta plainte, finalement, s'inscrit dans un contexte historique très, finalement, cohérent. On voit qu'il y a une forme de continuité. Alors, la Russie n'espère plus, on imagine, intégrer l'OTAN. Je pense qu'ils ont reçu le message. Oui. Mais voilà. Mais en tout cas, on comprend mieux, quand on regarde l'histoire, on comprend que quand tu décris les mensonges de Stoltenberg, on se dit « Oh, ok ». Alors, avant de revenir sur Stoltenberg, puisqu'on a encore des petites choses à voir, je rappelle que le magazine Nexus est disponible. Ça sort tous les 2 mois, pour ceux qui nous découvrent. On n'est pas que sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller sortir. Normalement, au moment où cette vidéo est diffusée, c'est encore le 155. Donc c'est jusqu'au 1er janvier. Donc n'hésitez pas à même l'offrir pour Noël. Pourquoi pas. En plus, tu sais, moi, j'aime beaucoup la revue Nexus. Je trouve que vous faites un travail vraiment remarquable et indispensable. Donc merci à toute l'équipe. Il n'y a pas beaucoup de magazines libres. Magazines, je crois on est les seuls. Après, il y a pas mal de chaînes libres. C'est la période des... C'est un peu comme les années 80 avec les radios libres. Aujourd'hui, il y a des radios résistantes, des chaînes YouTube résistantes libres. Ça fait un petit peu penser à cette période-là, je trouve, avec tous les petits médias petits par les moyens économiques face aux mastodontes, quoi. On n'a pas les moyens du monde, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup la revue Nexus et effectivement je conseille à ceux qui le souhaitent de s'abonner parce que c'est un... et puis en plus, on sait que vous n'avez pas de publicité. On a zéro publicité. Donc voilà, quand vous faites un sujet, vous ne dépendez pas de tel ou tel conseil d'administration, quoi. Personne et tous les journalistes sont extrêmement libres. Et c'est vrai que ce qui est bien quand on a un magazine comme ça, c'est que c'est extrêmement viable par rapport à d'autres médias alternatifs qui vivent que sur des moyens privés. Nous, c'est privé, mais on a des moyens matériels qui, justement, avec la vente, et les gens nous soutiennent grâce à ça. Donc voilà. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les commander en kiosque. Oui, et même si vous ne le trouvez pas en kiosque, près de chez vous, vous pouvez le commander sur nexus.fr. Donc n'hésitez pas à aller nous retrouver. Et tous les livres de Patrick sont sur novimondi.com. Pas ces livres dont il est l'auteur, mais il donne la parole à des auteurs. Il y a Hélène Banoun, normalement, Tristan Edelman, Étienne Chouard, qui l'a réimprimé. Et vous le connaissez sûrement, il avait fait... vous connaissez Alexandre Langlois, qui avait fait à l'époque un best-seller où il avait critiqué la police, l'administration de la police avec l'ennemi de l'intérieur en parlant du ministre de l'Intérieur. Donc c'était très intéressant. Oui. Bref, pardon, on a coupé ça, mais il faut qu'on vous donne ces petites infos. Revenons sur Stoltenberg. Donc après tout ce qu'on a dit là, pour conclure, toi, ta plainte montre justement en quoi c'est encore un mensonge et finalement tu es un citoyen qui dit aujourd'hui, mais au-delà d'un éditeur, tu es un citoyen qui dit on en a marre de ces mensonges des dirigeants, on a marre de ces gens qui instruisent un discours narratif dans les médias, au gouvernement,
là, ce sont les instances supranationales, l'OTAN, l'Union européenne. On en a marre de tous ces mensonges. Aujourd'hui, toi, tu portes plainte pour dire, voilà, ça suffit, on ne vous laissera plus dire ça. Il y a un journal allemand qui nous a informé de votre mensonge. Oui. Voilà. Jusqu'où espères que cette plainte aille ou... Alors, est-ce qu'il sera condamné ? Bon, ayons confiance. Alors maintenant, c'est Marc Rutte depuis un mois, je crois. Est-ce que ça change quelque chose que ce soit plus le même ? Non. C'est plus contre l'OTAN Non, parce qu'il a, à peine arrivé, il a commencé à dire que voilà, il fallait que l'Ukraine entre sans délai au sein de l'OTAN. C'est toujours des mots de paix. Voilà. Et puis, parce que à un moment, tu as parlé de l'Union européenne et de l'OTAN à propos de la Géorgie. Oui. On peut dire que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein, je veux dire, parce que on l'a vu, la Commission européenne, donc Ursula von der Leyen, a nommé, c'est tout nouveau, un commissaire à la défense. Alors lui, il a dit que, évidemment, il vient des pays baltes. Tant qu'à faire, on va prendre des russophobes ou des anti-russes. Il a dit que, oui, il fallait que l'Union européenne se prépare à faire la guerre à la Russie d'ici 6-8 ans. Quoi ? Donc le nouveau, on parle du nouveau secrétaire général de l'OTAN. Là, c'est le commissaire à la défense de la Commission européenne. Pardon, ah oui, d'accord. Oui, c'est les mêmes. Hein. De toute façon, ils disent les mêmes choses. Hein. Ils ont le même discours, mais très belliqueux, quoi, finalement. Et je pense qu'ils sont choisis pour ça. D'ailleurs, je fais juste, ça c'est je constate que Jens Stoltenberg, donc, est norvégien d'origine, et que en éliminant la Russie du marché gazier européen, il a éliminé un concurrent direct de la Norvège. Parce que je rappelle que quand le Nord Stream a explosé, je ne sais plus si c'est la veille ou le lendemain, la Norvège inaugure son nouveau gazoduc avec la Pologne via le Danemark. Donc, Jens Stoltenberg norvégien, par ses mensonges, alors on peut dire que c'est un effet collatéral parce qu'à côté d'avoir détruit l'Ukraine, et puis je dis vraiment détruit l'Ukraine, pourquoi détruit l'Ukraine ? Parce que démographiquement, quand on a 500 000, 1 million d'hommes jeunes, et ils sont de moins en moins jeunes d'ailleurs, meurent, au front ou sont gravement blessés, c'est fini. La démographie de l'Ukraine est terminée. Qui fera des enfants pour l'Ukraine ? Alors, j'imagine que les mondialistes ont un plan, enfin BlackRock et compagnie ont un plan, à savoir qu'il y a des migrants africains, il y aura des Ukrainiennes disponibles, donc repeuplons l'Ukraine et faisons-la entrer dans l'Union européenne et construisons des usines là-bas à des prix défiant toute concurrence. Donc là, tu spécules, mais tu imagines jusqu'où pourrait aller. Mais bien sûr. Mais à partir du moment où où nos dirigeants, puisque Stoltenberg, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, fait partie de nos dirigeants. On ne le dit pas assez. En France, on est très franco-centré, mais ce sont les personnes qui décident de notre destin militaire et économique à très grande échelle. Il faut en avoir conscience. Il y a très peu de Français qui connaissaient Jens Stoltenberg jusqu'à la fin de son mandat. Là. Mais bien sûr que ça... Est-ce que d'ailleurs il a été... Puisqu'on change de secrétaire général de l'OTAN finalement comme on le veut à l'OTAN, c'est dans les petits papiers et dans les couloirs, il n'y a pas une élection tous les 4 ans. Donc est-ce qu'il a pu justement changer, pas forcément en voyant ta plainte, mais en sentant avec les articles du Spiegel ou tout ça qu'il pouvait être mis dans la sauce, comme on dit aujourd'hui. Ils ont tous un sentiment d'impunité. On le voit à la Commission européenne quand Ursula von der Leyen négocie des contrats d'achat de certaines substances pour 70 milliards d'euros via SMS. Ça viole toutes les règles des marchés publics. C'est un exemple monstrueux. Ces gens-là, il n'y a pas d'autre mot, ne peuvent plus prétendre à une forme d'être des modèles, d'être vertueux. Donc, oui, ils pensent qu'ils sont intouchables. Et l'histoire, ces dernières années, leur donne plutôt raison.
Maintenant, voyons voir ce qui se passe, voyons voir ce qui va se passer, c'est-à-dire que oui, j'ai déposé la plainte. Alors, tu m'as posé la question, Jusqu'où ça pourrait aller? Ça, je n'en ai aucune idée, ce sera à la justice de trancher. Cela dit, cela permet plusieurs... il y a déjà eu un certain nombre de conséquences. Ok. Alors, pour l'instant, elles sont modestes, mais déjà, ça a permis de montrer... parce que au niveau de la plainte, par exemple, en Belgique, là, nous sommes en train de voir... moi, j'aimerais que des Ukrainiens nous rejoignent dans cette plainte. Parce que c'est une plainte en Belgique contre Stoltenberg? J'en ai déposé une en France et une en Belgique. Ah d'accord, oui, ok. En Belgique, parce qu'il y a le siège social de l'OTAN est à Bruxelles. Et puis en plus, la justice belge a une vocation d'universalité que n'a pas la justice française. D'accord. Et donc, tu dis qu'en Belgique, d'autres ont déjà rejoint? Alors, non, pas encore. Justement, encore. on est en train d'y travailler. Okay. Mais moi, je souhaite que des Ukrainiens la rejoignent ou déposent leur plainte parce qu'ils ont été abusés, c'est le moins qu'on puisse dire. L'Ukraine ne se relèvera pas. Je veux dire, quoi qu'il se passe, parce qu'on l'ignore, mais déjà l'année avant la guerre, donc en 2021, le nombre de naissances, ou plutôt je vais le faire dans l'autre sens, le nombre de décès était supérieur au nombre de naissances d'environ 400 000. C'est-à-dire qu'il y a eu 400 000 décès de plus que de naissances. Donc c'est-à-dire qu'ils ont, à l'époque, l'Ukraine a une population évaluée autour de 40 millions, ils ont perdu 1% de la population juste entre le nombre de décès et le nombre de naissances. Et ça fait 30 ans que ça dure. Chaque année, le nombre de décès en Ukraine est supérieur au nombre de naissances, sans parler de l'immigration. Bon. Donc, ça y est, l'Ukraine ou le peuple ukrainien, c'est terminé. Il n'y aura plus d'hommes ukrainiens pour faire des enfants. Donc, un pays sans démographie, qui ne fait plus d'enfants. Tu as vu des experts en parler de cela ou c'est de la spéculation là? Ah non, c'est pas de la spéculation. Je veux dire, on n'a pas besoin d'experts. C'est-à-dire que j'ai regardé toute l'évolution démographique depuis 1990. Okay. En 1991, l'Ukraine perd 25 000, entre le nombre de décès et le nombre de naissances, perd 25 000 personnes, sans compter l'immigration. Et toutes les années, ça monte. Et en 2021, l'année avant la guerre, ils perdent déjà 400 000. Le solde entre les naissances et les décès est de 400 000. Il suffit de regarder les déclarations officielles. Là, je me base sur des déclarations officielles du ministère, du gouvernement ukrainien. Bon. Donc, quand déjà chaque année, tu as un déficit démographique, ça veut dire que ta population vieillit. Ta population qui vieillit, elle ne fait plus d'enfants. Et je le dis dans le livre, je l'ai déjà expliqué dans des interviews, les Ukrainiens sont étaient le peuple le plus maltraité d'Europe avant la guerre en Ukraine. Je le redis, les Ukrainiens étaient le peuple le plus maltraité d'Europe. Par leur gouvernement, tu veux dire? Oui. Donc, on voit donc déjà, par par les politiques, par la police, comment? Police, les bataillons nazis. Il y a des grandes ONG américaines qui écrivent au ministère de l'Intérieur dans les années 2020 pour dire, voilà, il n'y a plus d'état de droit puisque alors Azov, C14, enfin ils sont nombreux, font régner la terreur dans les villes. D'ailleurs, il me semble que c'est C14, quand C14 est dissous par le ministère de l'Intérieur, ils ne trouvent rien de mieux à faire que de le prendre d'assaut. Ils vont prendre d'assaut le ministère de l'Intérieur. Donc le simple citoyen et en plus on voit des taux de maladies qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Europe, même dans des pays considérés comme plus pauvres. Et donc là, ce qui est intéressant, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est justement
tu aimerais inclure des Ukrainiens, que des Ukrainiens bien sûr. rejoignent ta plainte. Mais bien sûr. C'est pour ceux qui pourraient se dire ah mais on t'a vu à la télévision russe aussi. Oui, c'est ça. C'est normal d'être interrogé là-dessus. Ce qui est pas normal, c'est que la télévision ukrainienne ne t'interroge pas, par exemple. Eh ben, ça c'est compréhensible parce que ça c'est tout à fait compréhensible. Effectivement, j'ai fait 30 minutes sur la première chaîne de Russie pour expliquer le contexte de la plainte. Et alors pourquoi ce serait normal en Ukraine, puisqu'en Ukraine, avec des médias libres, ils pourraient... Genre, des médias libres en Ukraine. Ah ben voilà. Voilà, ça c'est la vraie question. Je rappelle d'ailleurs que le président actuel n'est plus légitime, puisqu'il aurait dû organiser des élections au plus tard, au mois de mai, au printemps, et que en cas de non-élection, c'est le président de l'Assemblée nationale, du Parlement, qui fait office de président. Donc, que fait Volodymyr Zelensky à la tête de l'État ukrainien ? Juridiquement, ça pose un vrai problème. Mais alors toi, quelqu'un qui va te dire, on voit beaucoup de gens justement qui sont pris dans le narratif médiatique sur l'Ukraine et qui vont te dire, non, mais les Ukrainiens sont très bien, ils ont des médias libres, qu'est-ce que tu leur dirais Il y a eu des décrets justement qui ont été passés. Très vite, il y a plus de médias libres en Ukraine, ça c'est faux. Comment tu le sais ? J'avoue que je connais même pas la situation des médias en Ukraine, pour le coup. Eh bien, je recommande une excellente lecture, Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle c'est dans ton livre. de l'Occident. Tu verras, je donne acheter son livre, mais même, j'ai dit que le peuple ukrainien était le peuple le plus maltraité d'Europe, mais effectivement, je ne me base que sur des sources officielles, ou à 98% ou 99% des sources officielles. Mais par exemple, j'avais lu le rapport que produit le département d'État américain, qui s'appelle Trafficking in Persons, donc sur la traite des êtres humains. Donc les États-Unis, peu susceptibles d'être anti-ukrainiens, reconnaissent que dans les orphelinats, il y a au moins 100 000 enfants ukrainiens qui sont à risque de subir la traite. Et d'ailleurs, ça avait été diffusé sur Arte, d'ailleurs c'était vraiment très intéressant. Ça c'est l'Office des migrations internationales qui déclare que un enfant sur 10 dans le monde victime de la traite provient d'Ukraine. Un enfant sur 10 dans le monde qui subit la traite provient d'Ukraine. Donc des gens qui me diraient « Ah oui, mais toi, tu es pro-russe, donc anti-ukrainien ». Non. Non. Sous nos yeux, nous sommes en train de voir la destruction d'un pays. Et nous y participons, et nous allons d'ailleurs petit à petit, le tapis commence à être tiré sous nos pieds aussi. Là on voit que Auchan annonce des milliers de suppressions d'emplois, Auchan, Michelin. Tu veux dire que ce n'est pas l'idée de défendre une population comme le peuple ukrainien que de dire il ne faut pas changer les choses où tout va très bien. Mais moi, puisque nous sommes en France, le président Macron entrerait dans l'histoire s'il avait la possibilité. J'ai pas dit le courage. Le courage, je pense qu'il l'a. S'il avait la possibilité de dire que finalement de se substituer à ce que n'a pas dit Jens Stoltenberg, de dire mais oui, effectivement, nous avons été trompés. Nous ne pouvons pas continuer d'envoyer des armes à l'Ukraine. Nous devons absolument, surtout en plus pour un pays qui était garant des accords de Minsk, nous devons absolument nous asseoir à une table de négociation avec la Russie. Ce qui avait d'ailleurs été fait, je le rappelle, fin mars 2022, donc un petit peu plus d'un mois après l'attaque de la Russie. Il y avait eu donc les rounds de négociation à Istanbul. Les deux pays avaient trouvé une voie qui était acceptable. Et qu'est-ce qui est moins acceptable que la guerre ? Donc ils avaient trouvé la possibilité ils avaient trouvé un accord, appelons un chat. Sauf que à l'époque, c'est Boris Johnson qui est Premier ministre anglais. Il se précipite à Kiev en disant « Vous ne signez pas ça. La guerre coûte que coûte. La guerre à tout prix. » Donc, c'est passionnant. On a aussi bien des Ukrainiens que des Russes
qui ont participé à ces discussions. D'ailleurs, je crois, j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est le ministre des Affaires étrangères, je ne sais plus, il me semble que c'est de la Hongrie, qui a dit qu'il avait lu les accords, qu'il avait une copie de ces accords, et c'est incompréhensible que les deux pays voulaient la paix. Et c'est normal, mais qui ne veut pas la paix, quoi ? À part certains, on ne va pas les nommer ici, mais les deux pays voulaient la paix. Et fin mars 2022, ils avaient trouvé un accord. Oui, complètement. Donc la guerre aurait été terminée. C'est très intéressant. C'était vraiment une émission formidable là-dessus. J'ai envie qu'on se garde du temps pour faire une autre émission qu'on voulait faire sur un autre sujet, mais c'était une belle conclusion là-dessus. Je pense qu'on a donné assez d'outils aux personnes pour pouvoir parler de ça. Alors, je voudrais quand même en dernier, parce que c'est le fondement de d'abord du droit et puis aussi de la plainte, c'est que dans les 8 jours qui ont précédé l'attaque de la Russie, les forces armées ukrainiennes ont bombardé, alors que le front était relativement calme. Là, je cite les rapports de l'OSCE, donc l'Organisation de sécurité et de coopération pour l'Europe, donc un organisme officiel, qui est chargé de veiller au respect du cessez-le-feu entre le Donbass et les forces armées ukrainiennes. Il se passait quasiment plus rien. Enfin, je veux dire, il y avait une centaine de violations par jour, mais c'est rien par rapport à ce qu'il y avait eu précédemment. Et du jour au lendemain, c'est-à-dire du mercredi au vendredi, on passe de 500 violations à 1800 violations. C'est-à-dire que les forces ukrainiennes bombardent à l'arme lourde les populations civiles du Donbass, ce qui est strictement interdit par tout le droit international, la Charte des Nations Unies, la Convention de Genève, etc., accord de Minsk évidemment, bombardent à l'arme lourde. Et je rappelle que le vendredi, donc là on est à moins d'une semaine de l'attaque de la Russie, près de 100 000 personnes commencent à être évacuées du Donbass vers la Russie pour les mettre à l'abri des attaques contre les populations civiles. Et là, ni l'ONU, ni l'OTAN, donc M. Stoltenberg, ni la Commission européenne, ni le Conseil européen, ni la France, ni etc., personne n'est intervenu en disant « Stop, vous n'avez pas le droit de bombarder des populations civiles ». Et quand les Russes ont compris que finalement les accords de Minsk étaient une funesterie, tu vois, entre funeste et fumisterie, qu'en fait... cette vidéo incroyable où François Hollande, qui croyait être interviewé par son ami, était en fait Poroshenko, président Poroshenko, oui. Était interviewé par un humoriste russe. Les deux, il l'avait piégé là-dessus. Oui, mais en revanche... Et il avait révélé effectivement que c'était une fumisterie. C'est-à-dire que là, on a quand même des officiels qui le révèlent. On sait qu'on est dans un mensonge. Et juste avant, les médias continuent à pousser. Et juste avant, c'est Angela Merkel qui l'a révélé. C'est une interview, je l'ai lu, je ne sais plus si c'est Die Welt ou Die Zeit, c'est Die Welt, où elle fait une interview disant que les accords de Minsk ont servi pour réarmer l'Ukraine et la paix. Donc, pour conclure cette émission, dans le texte de la plainte, je montre qu'effectivement, la Russie n'avait pas d'autre choix que d'intervenir pour protéger les populations civiles du Donbass. Et ça, c'est ce qui s'appelle le R2P, le Right to Protect, qui est ça existe depuis une vingtaine d'années à peu près. L'article 138, l'article 139 oblige, donc c'est l'ONU, oblige les États à protéger les populations civiles qui sont attaquées. Donc la Russie devait le faire. Et en plus, comme le samedi, ça c'est le vendredi, et le samedi à la conférence de sécurité de Munich, le président Zelensky, à l'époque, déclare qu'il veut supprimer le mémorandum de Budapest, et ça je terminerai là-dessus. Le mémorandum de Budapest, ça interdit à l'Ukraine d'avoir des armes nucléaires sur son sol. Donc, nous sommes le samedi, et bien le jeudi, c'est passé ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, c'est l'objectif, la plainte n'a qu'un seul but, c'est déjà de montrer le rôle nocif, le toxique, les mots me manquent, de l'OTAN et de son secrétaire général de l'époque, Jens Stoltenberg. Cet homme je le redis, avait le pouvoir d'empêcher la guerre. Il l'a attisé jusqu'au bout. On a compris. Et le nouveau secrétaire général de l'OTAN, a priori, il va continuer là-dessus. En plus, il vient lui aussi d'un pays gazier,
puisque les Pays-Bas sont un des principaux pays gaziers d'Europe, donc ils n'ont pas forcément intérêt à ce que la Russie que la Russie reprenne sa place de fournisseur de gaz. On pourrait dérouler la pelote pendant des heures et des heures sur ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est en train de nous détruire. Tout à fait. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez aller retrouver la plainte en intégralité. Si vous voulez plus de détails techniques, c'est sur patrickpazin.fr. .com. Oui. Donc c'est ton nouveau site internet. Oui, à toi, c'est ça. Voilà. J'ai créé un site internet juste pour justement qu'on puisse lire les textes de la plainte, mais aussi les lettres, parce que j'ai écrit au chef d'état-major des armées français, lui expliquant qu'en envoyant des soldats en Ukraine, il viole le droit international. Donc là, on n'a pas le temps, nous n'avons pas le temps, mais oui, le chef d'état-major des armées a reçu une lettre recommandée expliquant pourquoi, en envoyant des soldats en Ukraine, français, il viole le droit international et donc le droit français. Et je rappelle que, effectivement, si Patrick a raison, on espère tous que Patrick a tort, évidemment, et que Jens Stoltenberg va gagner, pas du tout, mais on rappelle qu'on est dans un contexte où entre 2022 et là, mai dernier, la France a livré pour une valeur de 3 milliards d'euros d'équipement militaire à l'Ukraine. Donc, si tu as raison, cela veut dire qu'on n'a pas tout fait pour empêcher cette guerre et donc qui nous coûte aujourd'hui pour la France et les Français. Voilà, il y a d'autres personnes qui nous regardent et qui, les Belges aussi, ont probablement donné beaucoup. Mais c'est des dizaines de milliards. Et c'est les peuples qui n'ont rien à voir là-dedans qui se font entraîner. Et l'Union européenne a déjà versé, au sens large, a déjà versé plus de 100 milliards à l'Ukraine. En armes et en argent. Et en France, quand on parle de 3 milliards d'euros à côté, on est, comme on l'avait dit sur un autre média ensemble, c'est dans un contexte où il y a les réformes des retraites, on nous parle d'augmentation du budget, on nous parle... Mais 3 milliards, l'évasion fiscale c'est bien plus en fait. Si on prend tout ce qu'on verse à l'Ukraine, c'est bien plus. Et par exemple, les fonds qu'on verse à l'Union européenne, qui vont dans la poche ukrainienne, ils ne sont pas dans les 3 milliards, ceux-là. Ça a été saucissonné. Mais l'aide française est bien supérieure à 3 milliards. Dites-nous en commentaire si vous arrivez à prendre ces petits outils historiques et de connaissances que Patrick a essayé de donner et que vous arrivez à en parler avec vos proches autour de vous, parce que les gens finalement parlent de Russie et d'Ukraine, mais ne reprennent pas ces éléments soit historiques, soit actuels. Parce qu'ils ne les connaissent pas. Parce qu'ils ne les connaissent pas. Parce que les médias mainstream se gardent bien de les soulever. Et donc pour cela, contre les médias mainstream, en tout cas, on offre une autre voie, une autre alternative. Vous pouvez aller acheter le magazine Nexus, ça nous aide énormément. Il y a un gros travail. Le nouveau numéro, le 155 en plus, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais selon moi, c'est un des meilleurs numéros. Je ne le dis pas à chaque fois, mais là, celui-là est vraiment... il y a des articles sur la fusion froide qui permettraient de faire aussi des économies ou qui seraient une alternative au nucléaire incroyable. Il y a un article incroyable sur la vaccination des porcins et bovins, donc ce qui arrive dans notre assiette est probablement très médicamenté de manière abusive. Il y a aussi tout le lobby du café. J'ai appris énormément en tant que gros buveur de café. Mes collègues m'ont dégoûté, mais ce qui dégoûte le plus, c'est l'impact des lobbies pour essayer de faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Patrick, on se retrouve dans une prochaine émission qui devrait arriver dans les prochains jours, avec qu'on va faire là tout de suite sur l'eau primaire. C'est un sujet que je connais très peu, sur que tu connais beaucoup. Voilà. Sur l'abondance. Et donc on va essayer c'est sur une énergie libre avec non, avec surtout. l'eau. En fait, Ok, garde ça. Voilà, surtout. L'âge d'or est déjà là. L'âge d'or et qu'on n'utilise pas pour... tu vas nous expliquer. L'âge d'or est déjà là. Merci les amis d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube, ça nous aide beaucoup. À bientôt. Salut Patrick. Novimondi.com pour ces émissions. Et merci Romain. Novimondi.tv. .tv.